Le vice de forme. Alors le problème, c'est que parfois, vous ne savez pas si vous devez utiliser la nullité pour vice de fond ou la nullité pour vice de forme dans un cas pratique. Donc si jamais vous hésitez, pas de problème, on va y remédier aujourd'hui. Parfois même, vous avez du mal avec les termes, tout simplement, que ce soit substantiel, ordre public, grief, etc. Donc parfois c'est mal compris, ou alors c'est compris mais grosso modo. Et nous, ça nous va pas, c'est pas suffisant. On veut tout comprendre. Parfois même, vous n'allez pas au bout de votre raisonnement juridique et là c'est dommage parce que vous perdez beaucoup de points. Et nous, on est là pour en grappiller le maximum. Donc, on va aller au plus simple, au plus pratique. On va traduire tous les termes qui vous embêtent. On va voir comment faire dans un cas pratique. Alors, cette catégorie des vices de forme, elle est très large. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qui n'est pas vice de fond est vice de forme. Retenez bien ça, on en reparlera, mais c'est la Cour de cassation qui le dit. Mais du coup, c'est une bonne nouvelle pour vous. Pourquoi? Ça veut dire que vous pouvez jamais vous tromper. En réalité, vous pouvez pas hésiter entre vice de fond et vice de forme dans un cas pratique. Vous ne pouvez pas hésiter, quels que soient les faits. Vous ne pouvez pas hésiter, puisque tout ce qui n'est pas vice de fond est vice de forme, et vous allez voir, la règle, elle est très simple. Donc ça veut dire aussi que je ne peux pas vous parler du vice de forme sans vous parler un minimum du vice de fond. Parce que pour votre raisonnement dans un cas pratique, c'est fondamental. Je ne peux pas dissocier ces deux notions dans cette vidéo, tout simplement parce que vous ne pouvez pas vous-même les dissocier complètement dans un cas pratique, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je peux pas faire une vidéo sur, les vices de forme et une autre sur, les vices de fond, c'est pas possible, sinon ça voudrait dire que je vous transmets les choses de façon beaucoup trop théorique et nous, la théorie, on s'en moque. C'est pas comme ça que vous allez avoir des bonnes notes, donc c'est mort. Donc on va aller dans le concret. Donc, que faire du vice de forme en procédure civile? C'est très simple, on va poser les bases et vous allez vite comprendre. Vous le savez, vous avez des moyens de défense, vous en avez 3 en procédure civile. Vous avez la défense au fond, fin de non-recevoir, exception de procédure. Je ferai une vidéo très complète sur tous les moyens de défense, ça sera hyper bien détaillé, hyper pédagogique, mais pour l'heure, on va prendre un raccourci. Donc, 3 moyens de défense, on laisse de côté défense au fond, fin de non-recevoir, c'est pas l'objet. On va s'intéresser aux exceptions de procédure. Exception de procédure, article 73 du CPC. Vous contestez quoi si vous invoquez des exceptions de procédure? Eh ben, vous contestez la régularité de la procédure ou d'un acte de procédure. C'est un moyen de défense qui permet d'arrêter temporairement la procédure parce que voilà, il y a un problème de régularité. Vous en avez que 5 des exceptions de procédure. Exception de compétence, litispendance, connexité, dilatoire, exception de nullité. Vous avez aussi la clause compromissoire, mais c'est pas l'objet. Et dans les exceptions donc de nullité, exception de nullité, nullité, vous en avez 2, nullité pour vice de fond et nullité pour vice de forme. Un acte de procédure ne peut qu'être annulé. Il n'y a qu'une seule sanction, c'est la nullité. Mais cette nullité, ben, elle se dédouble. Nullité pour vice de fond, nullité pour vice de forme. Dans un cas pratique, il faut faire quoi? Il faut qualifier, ça c'est les moyens de défense en général, hein, mais il faut qualifier le moyen de défense en cause, donc la nature du moyen de défense. Il faut savoir quel type de moyen de défense vous allez pouvoir utiliser. Il faut qualifier le moyen de défense. Donc ici, exception de nullité. Et puis, il faut donner le régime. Il faut aller au bout du raisonnement. Imaginez, vous dites à votre client qu'il y a une irrégularité pour vice de forme. Bon, ok, super. Mais il faut lui dire quand est-ce qu'il peut le soulever. Il faut renseigner votre client. Vous n'allez pas le laisser en plan comme ça en lui disant bon bah voilà, hein, il y a nullité pour vice de forme, ça fera 500 euros, ciao bye bye. Ah, non. Donc toujours deux volets, moyen de défense, déterminer la nature premièrement et deuxièmement déterminer le régime qui va avec. Alors je le disais, des nullités, il y en a deux, pour vice de fond et vice de forme. Mais le code ne définit pas les nullités. Ça veut dire que vous êtes obligé, pour savoir de quelle nullité il s'agit, de commencer par vérifier que vous n'êtes pas dans les nullités pour vice de fond qui sont visées à l'article 117 du CPC. Du coup, c'est hyper facile. Dans un cas pratique, vous devez toujours évacuer le vice de fond avant de parler du vice de forme, si vous voulez aller sur le terrain du vice de forme. Il faut toujours évacuer en premier, il faut le dire. Faut que vous montrez à votre correcteur que vous évacuez le vice de fond. Très simple, vous le dites très rapidement en une phrase, mais ça veut dire que donc on a une liste limitative, d'accord, qui est posée par l'article 117. Ça, c'est la Cour de cassation qui nous a dit que c'était limitatif. Elle l'a dit dans son arrêt rendu en chambre mixte le 7 juillet 2006. Elle a consacré le caractère limitatif des hypothèses qui sont visées par 117 du CPC. Ça veut dire que toutes les autres irrégularités sont nécessairement sanctionnées au titre d'une nullité de forme, 114. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En gros, la Cour vous dit que si c'est pas un vice de fond, c'est forcément un vice de forme. Tout ce qui n'est pas vice de fond doit être un vice de forme.
Donc, tout simplement, dans votre cas pratique, vous vérifiez que vous n'êtes pas dans l'une des hypothèses qui est prévue par l'article 117, nullité pour vice de fond. Et il y aura nullité pour vice de fond si défaut de capacité ou défaut de pouvoir d'une partie ou d'un représentant. Du coup, c'est hyper simple, ça, c'est fluide. Si dans votre cas pratique, vous avez pas de majeur émancipé, pas de majeur protégé, pardon, pas de mineur émancipé, pas de personne morale, bon, bah, on next. En gros, même si franchement, c'est pas l'objet de la vidéo, les nullités pour vice de fond, mais est-ce que dans votre cas pratique, il y a un problème qui touche à la capacité ou au pouvoir d'une partie? Donc demandeur ou défendeur. Est-ce que vous avez un problème qui touche à la capacité ou au pouvoir du représentant? Si jamais représentant il y a. Par exemple, le commissaire de justice, c'est pas une partie, c'est pas un représentant des parties. Donc si jamais vous avez un problème dans votre cas pratique avec un acte d'un commissaire de justice, ben, vous savez d'emblée que l'irrégularité, elle sera pas liée à une nullité pour vice de fond. Ça, enfin, vous irez sur la nullité pour vice de forme. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, le commissaire de justice n'est ni une partie ni un représentant, donc les conditions sont pas remplies. Voilà, ciao, bye bye, on bascule sur, la nullité pour vice de forme. Alors, pour rappel ou brièvement, la capacité, c'est quoi? C'est que tout le monde est capable, hein, en vrai, sauf les majeurs protégés, tutelle, curatelle notamment, les mineurs non émancipés, parce que les mineurs émancipés, ben, ils sont considérés comme des majeurs, et les personnes morales. Donc si vous n'êtes pas capable, bon, si vous vous situez dans un de ces 3 cas, qu'il y a un majeur protégé, un mineur non émancipé, qu'il y a une personne morale, ben, il faut à ce moment-là donner pouvoir à quelqu'un, hein. Vous êtes pas capable, donc il faut donner pouvoir à quelqu'un, quelqu'un qui puisse vous représenter, agir pour, votre, compte. On parle pas de mandat, on parle bien de pouvoir. Donc, si vous avez pas de capacité, ni de pouvoir en tant que partie ou représentant, eh bien, c'est un vice de fond. Le pouvoir, ça peut être, par exemple, le défaut de pouvoir de l'avocat ou le défaut de capacité d'avocat, enfin bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes pas dans les cas prévus par 117, hop, vous basculez, c'est forcément un vice de forme. Vous avez même pas besoin de vous prendre la tête. 114 du CPC. Alors, les vices de forme, 114 du CPC, faut bien comprendre que du coup, on a vu que le 117 nous prévoyait que très peu de cas. Du coup, ben, on se dit que dans 114, vice de forme, on va avoir de tout et de rien. Mais il faut bien comprendre que si jamais tout est un vice de forme, on pourrait annuler la procédure pour tout et n'importe quoi. Alors quand même, on vient encadrer les choses. Pour être sûr qu'on annule pour quelque chose qui est vraiment important, vous voyez, eh bien, il faut respecter 2 conditions pour pouvoir admettre un vice de forme, pour qu'un vice de forme soit caractérisé. Vous avez un principe et bien sûr des exceptions, puisqu'en droit, hein, c'est souvent comme ça. Donc, en principe 114, il faut un texte et un grief. Ce sont 2 conditions cumulatives, d'accord? Donc en principe, il faut un texte, donc pas de nullité, sans texte. Un texte. Vous allez avoir de nombreux textes qui vont vous dire, clairement qu'il y a des mentions qui sont requises à peine de nullité. En fait, il faut que le texte vous dise que l'omission de cette formalité, si vous ne respectez pas cette formalité, eh bien, la sanction, ce sera la nullité. Donc, il faut que ce soit écrit à peine de nullité. Il faut que le mot nullité dans le texte apparaisse. Par exemple, en matière de notification, l'article 693 du CPC indique que 654 et suivants doivent être respectés à peine de nullité. Donc là, on a bien un texte, voyez, qui prévoit, une sanction qui est la nullité. Donc pas de problème, on a un texte. Si jamais vous n'avez pas de texte qui vous dit que telle mention, telle formalité, omise, hein, du coup, eh bien, est requise à peine de nullité, ça veut dire que vous n'avez pas de texte. Et donc, pas de nullité? Bah non, sauf justement, exception, si vous démontrez que la formalité est d'ordre substantiel ou d'ordre public. Donc, il faut voir si cette formalité, elle est d'ordre substantiel ou d'ordre public. Je récapitule. Premièrement, il faut un texte ou à défaut, une formalité d'ordre substantiel ou d'ordre public. Ça veut dire que soit le législateur a prévu dans le code que tel manquement est sanctionné par la nullité. Si on n'a pas de texte qui nous dit ça, eh bien on doit vérifier que la formalité qui est bafouée, hein, par la partie n'est pas une formalité d'ordre substantiel ou d'ordre public, tout simplement. Formalité d'ordre substantiel, c'est une formalité sans laquelle l'acte ne pourrait pas exister.
Vous voyez, c'est quand même très important et formalité d'ordre public, bon, c'est assez classique, hein, faut pas que ça porte atteinte à l'ordre public, tout simplement. Là, en réalité, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sous l'article 114 du CPC et vous avez toutes les formalités d'ordre substantiel et d'ordre public qui sont recensées par la Cour de cassation. Donc je vous conseille, allez, ouvrez votre code, allez à l'article 114, vous allez lire les jurisprudences, vous regardez par rapport au plan ce qui vous intéresse, vous feuilletez un petit peu l'ensemble, même si c'est un peu long, mais ce sera du gain de temps pour vous parce qu'à l'examen, ce sera forcément une formalité qui est dedans, hein. Donc à part si vraiment il y a un arrêt, qui vient de sortir et voilà, mais en fait, vous devez prendre de l'avance. Donc vous devez aller en dessous, l'article 114 du CPC, d'accord? Et vous feuilletez, vous regardez et vous avez toutes les réponses dedans. Donc ce serait dommage de s'en priver. Donc on a dit qu'il faut un texte. Deuxième condition, il faut un grief. Donc j'insiste bien, il faut un texte ou à défaut une formalité d'ordre substantiel ou d'ordre public et un grief. Donc même si vous avez, pas de texte, mais que vous avez une formalité d'ordre public ou substantiel, faut quand même un grief, hein. Le grief, il est là quoi qu'il arrive. Faut le démontrer. Donc faut montrer que l'omission de la formalité, le manquement, la formalité qui a pas été respectée cause un grief, a causé à votre client un grief. C'est quoi un grief? Ben, procéduralement, c'est la désorganisation des droits de la défense. Ça veut dire que, hem, c'est-à-dire que, enfin, l'omission de la formalité vous a empêché votre client d'organiser correctement sa défense. L'omission de la formalité vous a privé d'organiser correctement votre défense, c'est la Cour de cassation qui le dit. Donc vous n'avez pas pu organiser votre défense à cause de ça. Donc, dans votre cas pratique, c'est à vous de déterminer si le grief est présent. Est-ce qu'il y a grief ou pas? Donc, bah, vous allez regarder au regard de vos faits, tout simplement. Il faut que vous montriez au correcteur, voilà, est-ce qu'au regard des faits qui vous sont soumis, est-ce que votre client a pu organiser sa défense ou pas? Il suffit pas de dire que le grief est caractérisé et ciao bye bye, non, il faut vraiment démontrer. Donc si ça désorganise pas les droits de la défense, par exemple, donc imaginons le grief est pas caractérisé, bah, du coup, il y a pas nullité. Il y a pas nullité pour vice de forme. Alors certes, comprenez bien, hein, la formalité, elle a été omise. Oui, on l'a vu, imaginez, vous avez un texte qui dit, «Tel manquement est sanctionné par, la nullité». Oui, donc vous avez bien un texte qui prévoit la nullité. Mais le problème, c'est que s'il y a pas de grief, ben, voilà, votre moyen de défense, il a peu de chances de prospérer et ça, vous devrez le dire au client. Vu que le grief est pas rempli, le moyen de défense a peu, de chances de prospérer, mais faut quand même reconnaître qu'on en a un moyen de défense, on peut le tenter. Pourquoi? Parce que le grief, la définition du grief, en tout cas, ça c'est, comment dire? C'est la Cour de cassation, c'est, les juges du fond, pardon, qui vont, apprécier, si oui ou non il y a désorganisation des droits de la défense. Ça relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Donc il faut quand même le dire. Alors une fois que j'ai identifié la nature du moyen de défense, j'ai bien vu que, voilà, c'était une nullité pour vice de forme, parfait. Qu'est-ce que je fais ensuite? Vous oubliez pas, j'ai déterminé la nature du moyen de défense. Premier volet, deuxième volet, je bascule sur le régime de, ce moyen de défense. Donc, quand est-ce que je peux soulever finalement, cette, nullité? Vous avez un principe, article 74 du CPC, qui s'applique, hein, enfin, aux exceptions de procédure, même si on a des exceptions, mais en tout cas là, je vais me baser uniquement sur les nullités. Donc pour les nullités, c'est qu'elles doivent être invoquées simultanément et avant toute défense au fond. Néanmoins, vous avez l'article 112 et ça, dans un cas pratique, il faut vraiment combiner, hein, 74 et 112. En fait, 112 du CPC, il admet une dérogation aux nullités pour vice de forme et il reconnaît que les nullités pour vice de forme peuvent être invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement. Alors ça veut dire quoi tout ce charabia? Vous devez soulever la nullité pour vice de forme in limine litis, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Donc on doit invoquer la nullité au tout début de l'affaire. Si vous jamais vous le faites plus tard, ben, par exemple, vous faites d'abord une défense au fond, puis ensuite vous invoquez une nullité pour vice de forme. Bah là, votre vice de forme ne sera plus recevable puisqu'il faut soulever, enfin comment dire, il faut soulever la nullité pour vice de forme in limine litis dès le départ. Donc en principe, in limine litis 74. Mais le problème, c'est que finalement, le seul acte qui peut être
enfin, invoquer in limine litis, c'est l'assignation. Vous voyez? Parce que c'est le début, c'est le point de départ. Si jamais il y a un problème sur l'assignation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le vois tout de suite, je peux le soulever in limine litis, pas de problème. Mais imaginez, j'ai, 9 mois de procédure et paf, au bout de 9 mois, j'ai une expertise. L'expertise, c'est un acte de procédure, d'accord. Sauf qu'en 9 mois ou 10 mois, peu importe, ben, j'ai pu très bien soulever une fin de non-recevoir, une défense au fond. Donc, quand arrive l'expertise 9 mois plus tard ou 10 mois plus tard, qui est un acte de procédure, bah, si on garde en tête le principe in limine litis avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, ben, du coup, je peux plus la soulever et c'est dommage de ne pas pouvoir soulever la nullité d'un acte de procédure. Donc 112 du CPC suivant nous dit quoi? En gros, bah, on adapte le régime de in limine litis. Je peux soulever la nullité des actes de procédure au fur et à mesure de leur accomplissement, à condition de le faire in limine litis. Vous allez comprendre, je m'explique. Si vous contestez la régularité de votre assignation, vous êtes assigné, vous voulez contester la régularité de celle-ci, parce qu'il y aurait un vice de forme, par exemple, dans votre assignation. Ben, c'est la première chose que vous allez invoquer dans vos conclusions, parce que c'est l'acte introductif d'instance, c'est le premier acte de procédure, vous l'invoquez dès le début, pas de problème. S'il n'y a pas de problème dans votre assignation, elle est régulière. Bon, l'affaire va se poursuivre, on est devant le juge de la mise en état et il s'avère qu'il va ordonner, voilà, une expertise et vous vous rendez compte que l'expertise, elle est pas régulière. Ben, vous n'êtes plus du tout au début de votre affaire là, puisqu'elle a déjà commencé. Sauf que cet acte vient d'arriver, donc l'expertise, hein, cet acte d'expertise vient d'arriver et vous serez in limine litis par rapport à cet acte-là, cet acte d'expertise, si c'est la première chose que vous soulevez pour contester l'acte d'expertise. Donc je peux soulever la nullité sur l'expertise à condition que ce soit la première chose que je conteste de cette expertise. Donc sur cet acte-là, je dois être in limine litis. D'accord? Si je soulève une défense au fond ou une fin de non-recevoir sur cet acte-là, je serai irrecevable. Donc voilà, on va voir un petit peu ensemble, on va faire un cas pratique, mais franchement, c'est un cas pratique, bah, dans lequel, voilà, on va pas avoir des faits en long, en large et en travers. C'est juste pour vous donner une idée et on va revoir comme ça le déroulé ensemble, mais imaginez, vous avez une assignation. Votre cas pratique, on vous dit: «Voilà, il y a une assignation qui a été délivrée par un commissaire de justice, mais ce commissaire, il est pas territorialement incompétent». Bah, qu'est-ce qu'on fait? En principe, quel est votre moyen de défense? En principe, l'article 117 du CPC, on l'a vu tout à l'heure, il dresse la liste des nullités pour vice de fond. Vous devez le rappeler ce principe, d'accord? Et donc vous dites qu'à défaut de capacité ou de pouvoir des parties ou de leurs représentants, eh bien, il y aura nullité pour vice de fond. Ensuite, vous allez rappeler que la Cour de cassation, donc dans son arrêt en chambre mixte, hein, du 7 juillet 2006, elle est venue affirmer le caractère limitatif des hypothèses qui sont visées par l'article 117 et puis vous allez constater, en l'espèce, voilà, le commissaire de justice qui, se, borne à signifier un acte de procédure n'est ni partie à l'instance, ni représentant des parties. Par conséquent, la violation de la compétence territoriale du commissaire de justice n'est pas susceptible d'être sanctionné sur le terrain des nullités de vice de fond. Et c'est ce qu'on enfin, des nullités de fond ou vice de fond, comme vous voulez. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc vous voyez comment vous devez articuler les choses. Ensuite, et pourquoi sur le terrain des nullités? Mais tout simplement parce qu'on l'a dit, il n'est ni parti ni représentant. Donc on bascule. Alors, du coup, il faut en conclure quoi? Bah, il faut en conclure que ce type d'irrégularité s'analyse en une nullité pour vice de forme, article 114 et vous pouvez là même rajouter de la jurisprudence si vous en avez, d'accord? Si vous en avez pas, bon, bah, vous passez. L'article 114, il subordonne le prononcé d'une nullité pour vice de forme à 2 conditions cumulatives. On l'a vu tout à l'heure, un texte, pas de nullité sans texte et il n'est dérogé à cette exigence qu'en cas de formalité substantielle ou d'ordre public. Et deuxième condition, il faut un grief. On l'a vu tout à l'heure, pas de nullité sans grief. La Cour de cassation, elle estime qu'il y a grief au sens de l'article 114, uniquement si le demandeur, à l'exception de nullité pour vice de forme, a été privé de la possibilité d'organiser correctement sa défense. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la définition. Cette désorganisation des droits de la défense relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Voilà comment vous devez dérouler les choses dans un cas pratique. Et puis, vous allez dire que l'exception de nullité pour vice de forme doit, conformément aux dispositions de 74 du CPC, être invoquée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Donc, heu, bah, voilà, on va dire que en l'espèce, l'assignation, elle a été délivrée par un commissaire de justice hors de son ressort de compétence. Donc l'assignation, elle est entachée d'une nullité pour vice de forme. Comme il s'agit de l'existence, enfin, s'agissant de l'existence, pardon, d'un texte, eh bien, on n'a aucune disposition légale, hein, qui prévoit expressément que, la violation par un commissaire de justice d'une règle de compétence territoriale, heu est sanctionné par la nullité. On n'a vraiment rien, mais on peut considérer que toutes les règles relatives à la profession des commissaires de justice sont des règles d'ordre public. Donc, on peut, s'affranchir de la nécessité d'un texte, d'une disposition légale, d'accord? Donc c'est une, formalité d'ordre public. En revanche, ben, pour caractériser un grief ici, ce serait peut-être un petit peu compliqué dans la mesure où la compétence territoriale des commissaires de justice, c'est quoi sa fonction? Bah, elle a pour seule fonction d'assurer le bon fonctionnement de la justice, vous voyez? C'est-à-dire qu'elle est transparente vis-à-vis du destinataire de l'acte, pour qui il est indifférent d'avoir affaire à un commissaire de justice compétent. Donc, vous voyez bien que là, la violation de la règle n'apparaît pas de nature à lui causer un quelconque grief. Et ça veut dire quoi? Bah, en conséquence, on voit pas pourquoi la violation de la règle entraînerait l'annulation de l'acte signifié. Donc, le défendeur, il pourra soulever une nullité pour vice de forme de la signification de l'assignation avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, mais, et là vous dites pour votre client que ce moyen n'a que très peu de chances de prospérer en raison de l'impossibilité de caractériser une désorganisation des droits de la défense, pardon, donc c'est-à-dire un grief. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair pour vous. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, qu'il faut revenir sur certains points, l'articulation des choses, n'importe quelle question, je vous répondrai. Voilà, à bientôt!